Je trouve que l'aspect amateur en fait est génial en photographie. Ça veut dire faire une activité par passion, par amour et par culture derrière. Et je trouve ça génial parce que voilà, la photographie c'est un art, c'est aussi une activité et je pense qu'il faut s'amuser avec, il faut se faire plaisir. Et si il y a trop de pression, si on pense qu'au résultat et non pas au cheminement, finalement je trouve qu'on perd beaucoup de choses derrière. Salut les gens, pour ce nouvel épisode des Balades parisiennes, je vous emmène à la rencontre d'un photographe qui est un globe-trotter. Je l'ai rencontré complètement par hasard sur Paris en faisant des photos, comme quoi c'est super important de sortir pour faire des photos et de s'amuser. Et il a eu la gentillesse d'accepter de faire cette interview avec moi. Vous allez voir, il a des choses super intéressantes à raconter. Moi je vous laisse avec lui et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on peut commencer par ta présentation. Du coup, bonjour à tous, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage. Et j'ai 2 chaînes YouTube sur lesquelles je partage mes aventures photographiques, une en anglais, une en français. J'adore le voyage, la photo de rue, les paysages, les interactions avec les gens et puis tout ce qui me fait vivre en fait un petit peu dans ma création. Tu vois, on va avancer un peu, je vais te laisser prendre des photos. On va aller par là alors. Ok, d'accord. En plus, on a une petite lumière sympa là, ça fait quelques jours qu'on est tout gris. Ouais. Il y a un oiseau rigolo là. Attends, on va voir si on peut récupérer. Ce serait sympa s'il redescendait. En plus, il y a la lune là, c'est juste un tout petit croissant. Je sais pas si on va bien la voir, mais non, ce sera pour plus tard. Je suis à moitié patient, des fois j'aime bien attendre, des fois j'aime pas. C'était une de mes premières questions. Quel genre de photographe de rue tu es? Quelqu'un qui bouge tout le temps. Ok. J'aime pas trop attendre longtemps. J'estime qu'au bout de 2-3 minutes, c'est pas censé être pris en photo. Et puis voilà. D'accord. Ou alors c'est pas l'endroit et puis je continue. Donc voilà. Après au niveau de l'interaction avec les gens, j'aime bien interagir avec les gens quand c'est possible. Après j'essaie de trouver un équilibre entre le respect des gens et la prise de vue, comment on appelle ça, candide. C'est un équilibre difficile à trouver, mais encore une fois, j'essaie toujours de me demander si cette personne avait pris la photo de moi, telle que je la fais, est-ce que je me sentirais mal ou pas, ou est-ce que je trouve ça respectueux, et puis si c'est respectueux, ça va en général. On a tous des standards différents, mais bon. Ouais. Et alors, justement, pour le coup, tu parlais de te sentir à l'aise ou pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en photo? Ce qui me met mal à l'aise, Ouais. dans le sens où... Non, ce que je pense qui peut mettre vraiment mal à l'aise quelqu'un. D'accord. D'accord. J'ai déjà été dans des situations où je peux le voir, donc chaque personne est différente. Mais vraiment, enfin, on est là pour passer un bon moment. Ouais. Je suis pas là pour essayer d'imposer mon appareil en pleine tête de quelqu'un alors qu'il ne l'a pas voulu. Je trouve que c'est une agression d'une certaine manière. Donc j'essaie si possible, d'interagir avec les personnes, parce que aussi c'est sympa de discuter avec les gens, D'accord. de leur demander si on peut les prendre en photo, etc. Ou alors même des fois prendre la photo avant et ensuite leur demander après. Puis s'ils disent non, on supprime la photo. D'accord. Ou alors, ouais, un petit peu cet aspect-là, quoi. Je trouve que c'est intéressant. J'aime bien les interactions, mais après voilà, chacun a le droit de dire non. Et après, même si on est sur des lieux publics et que les lois sont à interprétation, au final, on n'a pas envie de se mettre les gens à dos, quoi. Je pense que c'est ça qui est important de se rappeler en général. On est au Palais Royal. J'adore cet endroit parce qu'en fait, il y a toujours des photos à faire. Sur Paris, est-ce que tu as des coins préférés pour aller faire de la photo de rue? Alors sur Paris, d'ailleurs, j'ai un peu du mal quand je suis à Paris à shooter. Je trouve ça un petit peu plus difficile, mais c'est parce que je shootais beaucoup Paris en tant que... quand je faisais de la photo de portrait avec des gens, des portraits, des sessions pour les couples et des portraits dans la rue. Et du coup, quand j'approche la photographie de rue, j'ai plus mon œil qui part vers ce que je faisais en portrait plutôt qu'en photo de rue pure. Et je trouve j'ai un peu plus de mal avec la ville et c'est parce que j'y ai vécu aussi, donc je suis très habitué à tout ce que je vois. D'accord. Alors que si j'habitais jamais ici et que j'y arrivais, je serais c'est génial. Donc j'aime bien essayer un petit peu de trouver des endroits où j'allais pas d'habitude. Donc par exemple tout le quartier Montmartre, etc.
et tout ce qu'il y a autour. J'y passais très peu de temps avant. D'accord. Donc maintenant j'aime bien y aller pour prendre des photos en fait. Parce que ça me paraît un petit peu différent de ce que je connais. Après j'aime beaucoup Paris avec du soleil. Mais pas tout le temps, mais je trouve que j'aime beaucoup, ça apporte énormément de géométrie dans les images, donc qu'on n'a pas en temps normal. Mais là, notre soleil, il a décidé de se cacher là. Il y a un nuage qui le cache. Mais bon, il va revenir. C'est rigolo. C'est rigolo comme endroit parce que littéralement, je faisais ça pour le travail, de venir ici. Bah, je pense que tous les gens qui ont fait de la photo de portrait professionnel sont passés dans le coin. Et en plus, la lumière est toujours bonne ici. La couleur du sol fait que ça réverbère une très belle couleur sur la peau des gens. Et c'est hyper agréable. Attends, on va aller par là, il y a de la lumière. Il y a un peu de lumière qui passe là. De toute façon, quand il y a du soleil, il faut le suivre là où on peut. Hein. Qu'est-ce que tu utilises comme appareil photo là Là, je suis sur mon Sony A1 avec un 24-70. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus versatile, honnêtement. Ton appareil photo préféré pour faire de la street, ce serait quoi? Ça va dépendre quel type de photo. Si c'est juste pour le tous les jours, j'aime beaucoup avoir juste un 24 mm ou un 35 mm sur l'appareil. Okay. Après, au niveau appareil, ça n'a pas trop d'importance, honnêtement. On va aller par là. Juste quelque chose qui a un autofocus qui tient la route. Après, j'ai un petit Sony RX1 R2. L'autofocus n'est pas génial, mais c'est un appareil que je peux mettre, que j'ai partout avec moi. Et sinon, j'ai essayé les A7C2 dernièrement. Je pense que si j'avais besoin d'un truc vraiment compact en plein format, avec objectif interchangeable, ce serait pas mal. Le Canon R8 aussi est génial. D'accord. Ouais. Pour la taille et par rapport à ce qu'on peut faire avec, j'étais assez impressionné. J'avais vu une de tes vidéos où tu testais un Ricoh GR3, je crois. Ouais. J'ai une relation d'amour et de haine avec les compacts. C'est-à-dire que je les aime bien, mais je trouve que premièrement, ça s'abîme vite. Et il y a tout l'aspect mécanique qui fait que ça rentre et ça sort à chaque fois qu'on le met en route. Et du coup, j'ai toujours un petit peu peur de l'appareil. Parce que j'ai eu pas mal de compacts avant et je t'avoue qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui cloche. Et deuxième chose, en fait, c'est un compromis où je suis quand même obligé d'avoir un truc dans la poche. Et pour pas beaucoup plus, j'ai quelque chose de complètement différent en plein format. Tu vois, pas beaucoup plus de place. Et sinon, j'ai mon téléphone. Donc pour moi, ça rentre vraiment dans la case un peu bizarre où c'est ton téléphone, mais c'est pas, enfin ça fait la taille d'un téléphone un peu plus, mais c'est pas un téléphone. Donc, enfin je sais pas, c'est un, comment dire en français, c'est un le cul un peu entre deux chaises pour moi. Et je préfère avoir du coup un petit type Fuji ou un RX1 R2 ou des trucs comme ça avec moi dans ma poche, quitte à ce que ce soit un peu plus gros plutôt qu'un Ricoh. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est vraiment personnel. Après, c'est un bon appareil. Il est vraiment pensé pour la photographie de rue. Donc ça, c'est agréable. Je dois dire qu'il y a plein de modes de mise au point qui étaient cool, que j'ai vraiment apprécié. Bon jeu de... Il y a un beau jeu de lumière là. On va voir si on peut avoir une silhouette sympa. Ah, ça a changé là. T'as vu? Oui. Il y a tout qui a changé là. Ça revient un peu. Ah, ça va, j'en ai une juste avant qui est pas mal. Ah, mais c'est ça que j'adore avec la lumière. Tu t'ennuies jamais. Je vais te proposer de faire un exercice mental, de me décrire ta photo préférée que tu as faite en photo de rue. Celle qui me vient tout de suite à l'esprit, une de mes préférées, c'était une photo prise à 14 mm. Donc déjà un peu l'anti-photo de rue classique, on va dire. 14 mm, prise au ras du sol à Chicago, avec une dame qui marchait avec son chien. Et la position des jambes de la dame
avec la laisse et son chien derrière est juste parfaite, où ça donne un certain dynamisme dans l'image. Et vu que c'est pris au ras du sol en contre-plongée, on se retrouve avec ce super avec un aspect sympa où on a des grandes lignes directrices, on a la personne au milieu et j'aime beaucoup cette image. D'accord. Elle m'avait beaucoup parlé. J'en avais 2-3 de cette série qui m'avaient assez surprise parce que, tiens, je crois que là-bas on a un peu de lumière. À 14 mm, c'est en général un peu difficile de retrouver ses compositions, quoi. Il faut vraiment, je trouve que c'est un bel exercice, vraiment se forcer à faire les choses, quoi. Ah, puis 14 mm, ça doit être compliqué à tout remplir. Exactement. Il y a tellement de choses que tu peux mettre dedans que tu noies vite ton sujet dans trop de choses. Donc j'aime bien l'exercice en fait derrière. J'aime bien les petits challenges de temps en temps, on peut dire. Ça change un peu les choses. Est-ce que ta méthode 30 Days to Become a Pro Photographer, est-ce que tu l'as traduite en français? Oui, en français c'est 30 jours pour des photos pro. Ce qui veut juste dire c'est pas qu'on devienne pro, c'est juste que les photos ont un aspect pro. On pourrait croire que c'est un pro qui les a prises. Mais c'est ce que je disais, et je faisais justement une réflexion sur quelque chose tout à l'heure. Je trouve que l'aspect amateur, en fait, est génial en photographie. Être un amateur de quelque chose, ça veut dire faire une activité par passion, par amour et par culture derrière. Et je trouve ça génial parce que voilà, la photographie c'est un art, c'est aussi une activité et je pense qu'il faut s'amuser avec, il faut se faire plaisir. Et si il y a trop de pression, si on pense qu'au résultat et non pas au cheminement, finalement, je trouve qu'on perd beaucoup de choses derrière. Justement, ce qui est génial, c'est que toi, tu as les deux côtés. Parce que j'imagine que plein de gens pensent que devenir photographe professionnel, c'est faire comme toi, c'est aller aux quatre coins du monde. Mais j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de... Il y a des choses qui sont moins marrantes que de prendre des photos quand tu es photographe professionnel. Bah oui, c'est littéralement ce que je dis, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu as des conseils pour devenir pro, etc. Et ce que je dis souvent, c'est... je demande aux gens s'ils sont prêts à échanger finalement leur appareil photo qui est un outil, enfin plutôt qui est un véhicule pour s'échapper, qui est aussi un véhicule créatif. Est-ce qu'ils sont prêts à l'échanger pour le transformer en outil de tous les jours qu'ils n'auront peut-être pas envie d'utiliser en permanence? Parce que si on devait segmenter ton activité professionnelle en pourcentage, la photo en tant que telle, c'est-à-dire aller faire des photos, ça représenterait combien de pourcents? Au fur et à mesure du temps, je l'ai réduit, mais parce que j'ai réussi d'une certaine manière à allier la prise de la photo avec la vidéo. D'accord. Et donc, pour moi, et même pour mes clients, ils veulent pas que les photos maintenant. Ils veulent les photos, ils veulent la vidéo aussi. Okay. Et donc, du coup, j'ai allié les deux. Donc, je peux plus les séparer en fait. Okay, et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose que je dis aux gens. Il faut faire attention des gens la chose que moi je fais est très particulière et propre à la manière dont je les fais, quoi. Les photos et les vidéos de nos jours, c'est 100% de mon temps. D'accord. Ouais. Et c'est juste, est-ce que la vidéo est juste pour moi et ma chaîne? Est-ce que la vidéo va inclure un sponsor? Est-ce que la vidéo est pour une autre entreprise qui veut une vidéo? Est-ce que tu vois, c'est un peu ça. Et l'aspect où je vais avoir à faire que des photos pour un client n'existe plus trop en fait. D'accord. En général, c'est des packs. C'est des packs où ils veulent des photos, ils veulent la vidéo, ils veulent un post social s'ils veulent, ou alors ils veulent les droits pour réutiliser ce que j'ai pris en photo ou en vidéo pour eux. Donc c'est vraiment super récent cette manière de voir les choses en fait dans un business photo. Avant, c'était pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Et j'ai pas mal d'amis aussi qui sont photographes qui se retrouvent dans ce mode un petit peu, on va dire, hybride.
Il y a une très belle lumière là. une belle lumière et surtout ils étaient sur un arrière-plan bien foncé, c'était cool. Est-ce que dans ta formation, tu donnes des conseils qu'on pourrait appliquer à la photo de rue? Alors oui, c'est complètement applicable à la photo de rue. C'est généraliste dans le sens où... En fait, j'ai créé cette formation parce que il y a des formations photo, il y en a toujours eu plein. Oui. D'accord. Il n'y a jamais rien eu de nouveau là-dedans. La photographie, c'est le même principe depuis toujours. Bon, les outils changent un petit peu, mais pas tant que ça. Ce que je me suis vraiment concentré sur l'aspect qu'est-ce qui se passe dans ta tête. D'accord. Et je me suis toujours dit je ne crée pas de formation sauf si je trouve un truc qui est vraiment différent et qui est intéressant. Et pour moi, cet aspect-là, c'était de déconstruire les choses en tout petits segments et les empiler comme des Lego en fait sur 30 jours pour non seulement apprendre à visualiser les choses, à observer la lumière, comment elle se reflète, etc., comment on va l'utiliser et que ce soit appliqué à quel que soit le matos qu'on utilise et quelles que soient les photos. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'étais jeune. Un bon photographe, mais il voyait les choses différemment que moi à l'époque. Et je voyais des amis qui étaient vraiment bons là-dedans, ils voyaient les choses différemment, ils prenaient des photos différemment. Et je me suis toujours intéressé à qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce qu'on puisse apprendre ça en fait. Et non pas juste... et non pas uniquement appuie sur le déclencheur, tourne ta molette droite 6 fois et mets ces réglages et tes photos seront parfaites. Parce qu'au final, c'est pas ça. Ça, finalement, la technique, on l'acquiert très facilement, entre guillemets. Après, le plus important, c'est l'œil du photographe, c'est ce qu'il arrive à faire avec son appareil photo, justement. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que à la limite, les ordinateurs, ils arrivent très bien à faire des photos, mais la vision créative, notre vision créative et les histoires qu'on partage, elles sont uniques. Ah, il aurait fallu un rayon de lumière juste sur la tête du mec au moment où il sort. Ouais, on va avoir du mal à le faire ressortir là. On est un peu loin et je vais pas aller me coller à eux. Si je voulais me lancer demain ou si je voulais me perfectionner dans la photo de rue, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Aussi surprenant que ça puisse être, je dirais de te faire inspirer, de prendre des livres photos et de regarder, de décortiquer les images, d'apprendre, de regarder, d'essayer de comprendre comment ça a été fait et ensuite de prendre son appareil et de passer toute la journée dans la rue à se balader, de regarder comment la lumière change, de sortir avec différentes météos, se coller au mur, regarder quels sont les changements qu'on va avoir. Tout à l'heure, j'étais collé contre la vitre. Vraiment essayer de faire tout ça pour, avec un petit peu les images qu'on a pu voir, essayer de recréer d'une certaine manière et puis une fois qu'on se sent à l'aise, de créer ce qu'on veut en fait. D'accord. Mais c'est pas mal des fois d'avoir une base et de se dire de démarrer quelque part et d'utiliser l'inspiration d'autres photographes pour venir s'entraîner. Et puis après, une fois qu'on a trouvé son un petit peu, on est un peu à l'aise, c'est là qu'on va pouvoir créer soi-même finalement ces images. Je pense que c'est ça qui est bien. Quels sont les photographes qui t'ont inspiré quand tu as commencé la photo de rue et est-ce que ça a changé? J'imagine que tu as découvert énormément de photographes de rue avec qui tu travailles ou à travers les bouquins. Moi, j'ai toujours été inspiré par les photographes de voyage, type Jimmy Nelson. J'ai toujours vraiment ces portraits qui sont assez iconiques, qu'on voyait dans les Nat Geo ou dans les Time Magazine ou qui faisaient les couvertures. Pour moi, ça m'a toujours vraiment inspiré. J'ai toujours trouvé ça très beau. Et comme j'ai toujours été inspiré par le voyage en lui-même, cette association de portraits et de voyage a toujours été très forte pour moi. Après la photo de rue pure, j'aimais beaucoup aussi Fan Ho de Hong Kong. Et de manière assez drôle, en fait, il y a plein de gens qui m'ont inspiré dont je ne connais pas du tout le nom. Ah. Je suis un peu le mec qui pratique le sport et qui ne regarde jamais le sport. D'accord. Donc c'est un petit peu là pareil en photo. Je passe pas énormément de temps
à regarder d'autres livres, ou tout du moins je me rappelle pas trop de la personne en elle-même, mais plus de la photo. Donc, c'est ça qui est rigolo. Ça c'est assez particulier parce que j'ai des amis qui, au contraire, eux, ils sont vraiment très bons là-dedans. Et ils ont leur répertoire, ils connaissent plein de noms et plein de photographes. Moi, en général, je reconnais pas mal d'images, mais je ne me rappelle pas forcément qui c'est. Ok. Et où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? J'imagine que Instagram, c'est une source d'inspiration importante. Moyennement, parce que avec Instagram, ça devient vite aussi très monotone. Ouais. Enfin, monotone ou plutôt rébarbatif, où on voit souvent un concept qui est recyclé un petit peu trop souvent. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, les vieux livres photos, les vieux ou alors juste des livres photos, je trouve c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas l'aspect like et réseaux sociaux et comment on dit, où il faut en mettre beaucoup dans les images. Je trouve que c'est vachement intéressant justement de se dire que ces gens-là ont mis des œuvres ensemble sans vraiment se poser la question de est-ce que le public aime. Et c'est plutôt est-ce que créativement eux ils sont satisfaits de ce qu'ils font. Et ça je trouve ça très intéressant aussi de regarder un petit peu comment les gens ils font ça et de s'inspirer ou plutôt juste d'étudier un petit peu ces choses-là. Tu parlais de Fano tout à l'heure. Comme il était réalisateur avant d'être photographe, beaucoup de gens pensent qu'il y a de la mise en scène dans ses photos. Ce qui ne m'étonnerait pas. Il y a plein de photographes de voyage aussi qui ont fait beaucoup de mise en scène. D'accord. Et c'est des choses qui ressortent un petit peu de nos jours, où peut-être que les gens pensaient que tout était complètement candide. Ouais. Et il y a pas mal de portraits comme ça, et finalement ils se rendent compte que bah non, en fait, c'est assez... c'est des poses qui sont recherchées, ou alors ils sont un peu mis en scène, etc. C'est pareil, les portraits on va dire de certaines tribus. Quand tu regardes le matos qu'ils ont ramené pour faire les portraits, tu dis ok, attends, tu vois, c'est pas le portrait pris dans la jungle au hasard, non, t'as le flash, t'as la softbox, t'as tout ça, tu vois, c'est pas la même approche. Mais j'aime bien. Après, est-ce que ça gêne? En soi, non, je pense que les gens ne doivent pas juste, faut juste pas mentir sur la marchandise d'une certaine manière. Faut pas faire croire aux gens que c'est complètement documentaire et entièrement candide, alors que ça l'est pas du tout. Je sais pas si Fano a jamais cherché à dire que c'était complètement candide, mais à partir du moment où il le dit pas, finalement ça peut être l'un ou l'autre. Je cherche un truc. Ouais. Bof. Tout n'est pas la meilleure photo du monde. Ça qui est rigolo. Il y a tellement de lumière à l'extérieur que c'est genre impossible d'avoir le mec à l'intérieur. Ouais, c'est drôle. Parce que la camionnette est blanche et du coup, j'arrive pas à voir la personne. Elle les a donnés. Bon, tant pis. Quelle est la ville que tu préfères pour aller faire de la photo de rue et pourquoi? Tokyo et Osaka, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que toutes les rues sont propres. Enfin, surtout Tokyo, on a l'impression que, je sais pas, que chaque coin de rue est nettoyé à la perfection et du coup les photos ont cet aspect vraiment très clean, très nettoyé, aseptisé, qui est agréable. Les lignes blanches sont toujours vraiment blanches. D'accord. Et ça c'est génial.
Après, dans l'extrême opposé aussi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé faire de la photo de rue à Delhi, en Inde, D'accord. parce que c'est chaotique et du coup, c'est quelque chose de complètement différent de ça. Et je trouve qu'avoir un peu des deux, c'est sympa. D'accord. Mais le Japon, c'est vrai que j'adore pour la photo de rue, je trouve ça toujours hyper agréable. J'essaie de faire un petit jeu avec les chapeaux, voir si on peut le caler sur un reflet d'une personne, mais non, ça passait pas trop là. De toute façon, si tu veux t'amuser, tu cherches des longues lignes directrices dans tes images et à peu près n'importe quel coin de rue peut revenir à la vie avec. Des fois, c'est un caniveau ta ligne directrice. Est-ce que tu consommes encore du contenu, alors que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos sur la photo? Non, je consomme très peu de contenu sur la photo. Ok. C'est assez surprenant, je sais. J'aime bien regarder de l'art un peu différent justement de la photo. J'aime bien les dessinateurs qui créent des fantaisies un petit peu, ou des mondes fantaisistes un peu dans leurs images. D'accord. Ça, je trouve ça assez agréable à regarder. Et un autre aspect que je trouve intéressant, c'est tout l'aspect créatif et conscience. D'accord, c'est d'où vient notre créativité et la conscience, et de voir un petit peu comment ça ressort à travers différentes pratiques. Ok. Et comment est-ce qu'on peut taper un petit peu dans sa créativité de manière différente, en faisant des activités qui sont complètement différentes. Par exemple, ça peut être des activités de mouvement. Ça peut être à travers, j'en sais rien, à travers. Et c'est ça qui est drôle, c'est que je peux très bien aller faire de la planche à voile et me trouver des idées pour la photo. D'accord. Parce que justement, ça fait travailler et ça désengage une certaine partie de notre esprit. Et ça permet aux choses de venir plus naturellement. Allez-y. Ça permet aux choses de venir plus naturellement. Et je trouve ça. Et j'essaie plus de me concentrer là-dessus que justement d'essayer de trouver de l'inspiration pure pour la photo. Parce que sinon, je trouve que je tombe vite dans un aspect mécanique. D'accord. Tiens, j'ai vu ça et je veux refaire ça. Plutôt que qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire ou parce que j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait fait. D'accord. Et ça, c'est un peu différent. Et il y a un aspect qui est hyper intéressant, c'est que quand on a une idée, c'est juste de s'asseoir et d'essayer de faire de l'imagination, on va dire, vivante, où on imagine tout le concept de A à Z, Ok. juste en restant assis, juste en fermant les yeux et en partant un petit peu dans cet imaginaire comme si on était dans un rêve. Et par exemple, si on a une image où on se dit tiens, ça pourrait être une situation intéressante, c'est littéralement de partir là-dedans et de l'imaginer. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Et je rajoute aussi les films. Je trouve que les films, j'aime limite plus analyser les scènes de films ou certaines scènes D'accord. que des photos des fois. J'aime bien les photos, mais je trouve que Pourquoi les films? Parce qu'il y a un aspect histoire derrière. Il y a une histoire et ils essayent, et chaque séquence, chaque chaîne est faite pour faire passer une certaine émotion au spectateur. Et j'aime beaucoup justement analyser et passer du temps à regarder ça. Il y a d'ailleurs pas mal d'analyses, même des sites qui référencent chaque scène, les couleurs qui sont utilisées, etc. Et j'aime bien tirer de l'inspiration de ça aussi. D'accord. Ça, je trouve ça assez agréable aussi. Mais comme on le dit souvent, c'est bien d'essayer de chercher de l'inspiration dans un truc qui est complètement opposé à ce qu'on fait. Comme ça permet de se renouveler et de trouver des idées différentes. Parce que si on essaie de s'inspirer par Instagram pour poster des trucs sur Instagram, on va finir dans le même cercle. Ouais. Alors que si tu vas à un musée moderne ou même tu vas faire un tour au Louvre, j'en sais rien, et tu vas voir des vieilles œuvres, c'est toujours intéressant. Je le fais pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, j'essaye. Saul Leiter, il était peintre aussi. Ces deux médiums ont beaucoup communiqué. Il s'est beaucoup nourri l'un de l'autre en fait, et ça se voit. Ouais, je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Parce que je sais pas, si tu regardes les philosophes d'autrefois, c'était aussi des mathématiciens, des scientifiques, des artistes. Et je trouve que justement ce mariage de tout est hyper important. Et il y a une autre chose qui est drôle dans ce que tu dis, c'est tu peux très bien faire de la peinture, etc. Et finalement, tu as composé une photo comme tu composerais une œuvre d'art. C'est ça. D'une certaine manière, enfin une œuvre d'art, une peinture. Et j'aime bien cet aspect-là. Je trouve que ça apporte quelque chose. Et la photo va te permettre de créer de l'instantané et de le rendre immortel. Mais dans certains cas, tu vas créer complètement une scène entière aussi en photo. Et souvent, je me retrouve par phase. Donc, je vais avoir une phase où je vais passer beaucoup de temps à regarder de l'inspiration, à regarder des choses, du travail, etc. Et au bout d'un moment, je dis stop et je passe en mode création. Et je trouve qu'avoir ce cycle est important et d'avoir un équilibre où on ne peut pas faire que regarder de l'inspiration, il faut se passer en mode création. Et quand je passe dans ce mode-là, je suis obligé d'arrêter de regarder parce que ça me distrait. Ah mais non. Non. J'essaie d'avoir le cuisinier au moment où il verse les nouilles dans le bol et de l'autre côté. Sauf que ça arrive pas. Et il est un peu trop déporté à gauche. Non. Ça marche pas trop là. Est-ce que tu regardes tes photos une fois que tu les as prises, comme pour faire une espèce de boucle de qualité? Ça dépend combien de temps après, honnêtement. Ok. En général, après chaque trip, je fais une revue de toutes les photos de ce que j'ai fait, etc. Surtout en démarrage, surtout sur ma première phase d'apprentissage, j'ai envie de dire, je passais beaucoup de temps à regarder les photos et littéralement, je prenais des notes. Si je voyais que je faisais plusieurs fois la même chose, la même erreur ou que je me plantais plusieurs fois, littéralement, j'écrivais pour que la prochaine fois, quand je démarre un shoot, je regarde mes notes et je dis fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. Et ça te permet de voir, d'éviter de refaire finalement si tu vois que tu fais 3 fois la même erreur. Ouais, non, on est... Ah, il y a de la lumière là-bas. Mais ça, c'est important. Surtout si tu bosses avec des clients, c'est hyper important. Toi, si tu fais toujours des shoots de portraits et que tu remarques que tous tes portraits sont mal cadrés ou que enfin, quand je dis mal cadrés, c'est-à-dire qu'ils sont cadrés un peu haut, dans ce cas, tu peux l'écrire pour la prochaine fois, ok, cadre les cadres plus bas, tu vois. Et puis comme ça, et tu revois ça en début de shoot, comme ça, tu gardes ça en tête pour tout le shoot. Je crois durement en ayant des petits exercices à chaque fois que tu vas sortir pour justement améliorer un aspect, tu vois. Si tu veux améliorer, j'en sais rien, si tu trouves que tu pêches un petit peu sur le cadrage d'un portrait, trouve-toi des petits exercices à faire pour cadrer tes portraits. Donc tu vas te faire une session et tu vas te dire ok, maintenant j'ai cadré tous mes portraits sur la ligne supérieure, tu vois, la ligne des yeux, elle va être sur le haut de l'image. Ou alors je vais tous les centrer, ou alors tu vois, et tu vois ce que ça donne après et comme ça tu peux t'adapter derrière. Est-ce que sur ta chaîne on trouve ce genre de choses? Ouais, des fois je m'amuse à en faire. Ça peut être à travers certains des challenges de 5 minutes que je faisais ou d'ailleurs les challenges de 5 minutes c'est un bon moyen de travailler là-dessus rapidement en fait. Je crois que j'en parle dans les vidéos où je parle de ce que je cherche à améliorer pour moi. En général je donne ces genres de trucs, par exemple prendre en photo des détails, genre des petits détails, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Parce que je sais que c'est des choses que j'oublie vite ou que je travaille un peu moins. J'essaie d'avoir le soleil, Ouais. mais juste au bord des gens. C'est là que tu es content d'avoir des rafales sur ton appareil photo. Bon après si t'es puriste, tu dis non, tu vas faire ça en une fois. Mais bon, les puristes ils n'ont jamais travaillé pour un magazine de sport je pense. Moi j'aime bien cet aspect puriste où tu prends une photo et tu essaies vraiment d'avoir le mouvement parfait de la personne. Il y a une chose qui fâche énormément de photographes,
ces derniers temps, et je sais que tu en parlais dans une de tes dernières vidéos, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas rajouter dans ton workflow? Et à ma grande surprise, en fait, j'ai trouvé que ce serait un outil et c'est quelque chose que je me vois bien utiliser, même si je veux expliquer un concept d'un shoot à quelqu'un. D'accord. Et que j'ai pas fait la photo, mais que je veux essayer de montrer un petit peu visuellement soit un modèle, soit un assistant, etc. pour que quelqu'un comprenne un peu ce qu'on essaie de faire. En fait, ça permet rapidement d'avoir une ébauche, en fait, de la photo un petit peu qu'on veut. Après, ça ne remplace pas la création, la manière dont tu t'amuses pour créer, etc. Mais ça te permet d'avoir un support à montrer aux autres et c'est assez intéressant ça. C'est une utilisation intéressante de l'intelligence artificielle. J'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais moi plutôt à une fois que par exemple tu as pris la photo et que tu as un truc super moche, genre une poubelle. Ah, cet aspect-là, oui. Plutôt de retouche en fait. Mais de ce côté-là, en fait, ça n'a jamais changé. C'est juste que c'est plus facile de le faire. C'est-à-dire qu'avant, bon, il fallait utiliser tous les outils et ça allait te prendre 10 minutes. Maintenant, ça te prend 2 secondes. Ouais, c'est tout. C'est une chose qui facilite la vie finalement. C'est un peu comme si... Mais c'est un petit peu comme si on avait un plombier ou un charpentier qui disait non, il faut utiliser que des tournevis manuels. Ouais. Tu vois, tu m'excuseras, mais quand tu mets 10 000 vis par jour, ton tournevis manuel, tu es bien content d'avoir un tournevis électrique. Et ça n'enlève rien au fait que tu fasses la même chose. Donc je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Après, est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer? Je pense pas. Parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est pas elle qui va s'amuser à ta place. Non. et la joie de vivre et la joie d'aller shooter, etc., elle est irremplaçable. Après, est-ce qu'elle va venir en support pour plein de trucs commerciaux? Bien sûr, ça c'est sûr. Mais je vois pas encore complètement remplacé, tu vois. Ce que je fais avec chacun des invités de ces balades, je leur demande s'ils connaissent des photographes de rue parisiens qui pourraient me recommander pour les prochains épisodes. Ouais, il y a Nicolas Sebarg. Il a participé à ma première formation en français, du coup, c'était pendant le Covid. Ouais. Et j'ai vu son travail depuis où je suis et il a un travail magnifique. Quand tu es dans la rue, qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est difficile à dire. Il y a un aspect où ça va être, je pense que ça peut être entre guillemets joli, mais c'est un terme trop généraliste. Il y en a un autre, c'est ah tiens, je pense que ça va être intriguant. Okay. En fait, c'est un petit peu autour de ces émotions. Est-ce que ce que je vois m'intrigue? Est-ce que ça peut être amusant à regarder? Est-ce que ça peut être rigolo? Générer une sorte d'humour dans l'image? Ou alors est-ce que je vais trouver ça intriguant, avec de l'humour? Ou alors un certain sentiment de grandiosité? D'accord. Voilà, un sentiment de grandiosité. Ça, c'est par exemple la photo classique, c'est d'un super paysage avec un super coucher de soleil ou une tempête ou un truc vraiment particulier où tu regardes et tu fais waouh, vraiment. Donc c'est un petit peu ça, ces différentes émotions. Et si je pense que ça peut potentiellement ressortir dans une image, hop, c'est parti.